Si Bleu était moins professionnelle, elle chanterait en tranchant la gorge de sa cible, confortablement bordée sous le couvre-lit de brocart et les draps de soie de l'hôtel La Licorne, qu'elle regrette presque de souiller. Sa mission la plus facile depuis son grand succès, et tout cela dans ses brins préférés. Bleu se sent presque en vacances. Elle est si détendue, si heureuse. D'autres s'occupent désormais de la nouvelle pousse, pendant qu'elle trace des sillons neufs dans la chair tendre. Elle ne chante pas, mais le glouglotement clair du sang du comte sous ses mains lui arrache un soupir, et les ballades se pressent sur la langue. Oh, le comte avait bonne figure. Bleu n'avait jamais vraiment établi de plan, pas les siens en tout cas. Son boulot consiste à exécuter. Elle éclate presque de rire en se lavant les mains, se retient à accomplir. Elle est familière des exhortations, des poètes édifiants, dans une demi-douzaine de brins, des souris, des hommes, des plans, des canaux, de Panama, mais désormais, elle prévoit. Elle s'assied devant le miroir octogonal de sa chambre, qu'elle ne quitte jamais, par la porte, naturellement. Se qu'enfermer au cliché à deux se lui procure un plaisir subtil, et tresse lentement, soigneusement ses cheveux noirs. Elle appose un circuit coloré sur les brins, en tire une carte et songe aux surfaces, aux opposés qui se correspondent, à la stupéfiante réciprocité d'un reflet. Elle sélectionne distraitement des scénarios dans lesquels recevoir et envoyer des communications, tandis qu'une main croise l'autre. Elle a gagné, ce sentiment est familier. Elle est heureuse, ce qui l'est moins. Elle emprunte l'escalier pour aller boire un verre, avec son alibi, souriante, pensant déjà au cognac qu'elle a aperçu plus tôt, le plus rouge d'entre eux, et à la manière dont il va emplir sa bouche d'un feu délicieux. Jardin la regarde par les yeux de l'alibi. Bleu ne bronche pas, mais le léger legato qu'elle imprime à son allure peut passer aux yeux de Jardin pour un faux pas. Les doigts de Bleu s'enroulent sur le dossier doré d'une chaise. Lentement, un sourire se forme au coin de ses lèvres. Elle tire le siège et s'assied, tandis que Jardin lui verse un verre de vin rouge pour accompagner le sien. « J'espère que tu ne m'en veux pas de passer à l'improviste, dit Jardin, dont le regard vert et malicieux se lève vers Bleu. Mais j'avais envie de trinquer à notre succès en personne, pour ainsi dire. Bleu glousse étend la main au-dessus de la table pour serrer chaleureusement celle de Jardin. C'est un plaisir de te voir, pour ainsi dire. Bleu retire sa main, saisit son verre, lève un sourcil. Mais quelque chose te préoccupe. Avant tout, trinquons. Jardin lève son verre. Bleu l'imite. Au succès durable. Leurs verres s'entrechoquent. Elles boivent une gorgée. Bleu ferme les yeux en léchant la couleur sur les lèvres, abolit son nom tout en s'en couvrant la langue, écoute la verdeur veloutée et profonde de la voix de Jardin. « Tu es en danger, dit Jardin d'un ton doux, presque navré. Je veux te mettre au lit. Bleu ouvre les yeux, feignant une légère surprise. C'est très flatteur, mais j'attends d'une dame qu'elle m'offre d'abord le dîner. Le rire de Jardin est un bruissement de feuilles. Elle se penche en avant et Bleu se tend tombé dans ses yeux, goûtant le confort qu'ils promettent, le repos. « Ma chérie, dit Jardin, ton succès, bien qu'exceptionnel, a un petit côté, disons, ostentatoire, même si tout est relatif. Quand tes frères et tes sœurs fleurissent et se fondent de nouveau en moi, toi, Jardin passe doucement son pouce sur la joue de Bleu, avec une tendresse qui lui fait trembler la mâchoire. Tu prends racine dans les airs, mon épiphyte. Il n'est pas difficile de t'attribuer la nouvelle croissance, à toi, toute seule. Tu as toujours, poursuit Jardin, en plantant ses mots dans le sourire de Bleu, tel un figuier étrangleur, été trop incline à vouloir signer ton œuvre. Si Bleu était moins professionnelle, elle aurait l'air sonné. Elle se mordrait peut-être la lèvre. Elle aurait peut-être muré l'intérieur d'elle-même, comme une tombe, l'aurait enfoncée dans un bois, avant d'y mettre le feu, paniquée par les « quoi », les « quand », les « depuis combien de temps ». Au lieu de cela, elle dissèque les mots de Jardin.
ses regards, ses intonations, en profondeur, mais n'y trouve rien d'autre qu'un reproche bienveillant sur une vieille habitude. Elle se penche en avant, prend les mains de Jardin entre les siennes. « Si tu m'encorpes maintenant, dit-elle d'une voix égale, nous allons perdre le terrain que nous avons gagné. Plus lentement, certes, mais ce sera un pas de côté plutôt qu'un pas en avant. Garde-toi, et nous pourrons profiter de cet avantage. Tu dois le sentir la différence. Nous sommes au bord de quelque chose. Les bords, traditionnellement, on s'en écarte. Ce sont aussi des endroits parfaits pour faire basculer ses ennemis, répond Bleu, traditionnellement. Jardin rit doucement, et Bleu sait qu'elle a gagné. Très bien. Une fois que tu auras terminé ici, va vers l'amont jusqu'à ce que tu trouves ma marque, puis 12 brins au-dessus. Il y a une délicate opportunité là-bas. Jardin recule lentement les mains. Tu es plus précieuse que tu ne le penses, mon virevolant. Sois prudente. Et puis, Jardin a disparu, et Bleu fait un commentaire lapidaire sur la force du vin, tandis que son alibi retrouve ses esprits, rit, et que le soir se dissout dans l'allégresse. Le lendemain matin, quand Bleu rend la clé de sa chambre, le concierge semble déconcerté. « Toutes mes excuses, mademoiselle, dit-il. Il y a une erreur sur votre note. Je vais la refaire. »« Vous permettez ?» demande Bleu. Elle ne tremble pas, l'épanouie. Elle tend avec assurance sa main jantée vers le document. Voyons déjà ce que la bavure d'encre représente, déguisée en improbable virgule. Elle la lit sous le regard du concierge. « Ah oui, dit-elle d'une voix chaude et vive. Mon ami et moi avons un peu fait la fête hier soir, mais un champagne si raffiné aurait été de trop. Vous avez raison, ajoute-t-elle en souriant. Nous n'avions rien de spécial à célébrer. Elle froisse conscieusement le papier taché avant que le concierge puisse le récupérer, paye la nouvelle note, sort de l'hôtel et imagine le cri de la femme de ménage dans 1 heure à la place du sien. Dehors, un gardien brûle les buissons. Sans ralentir, Bleu jette la première note dans le brasier. Après son départ, Fouilleuse ôte la facture fumante des flammes et la mange, encore brûlante. Cher Bleu, je ne peux pas. Merde. En bref, ils savent. Pas tout, pas encore, mais ils te connaissent. Ton coup de masse, ton piège, ton triomphe, ton émergence. Tu les as seulement amanchés et ils ne te laisseront pas recommencer. Jamais. Ils savent que tu es proche de moi. Ils ont réussi à retracer notre relation depuis ses prémices, malgré toutes nos précautions. Ils n'ont pas les lettres. Je ne crois pas, en tout cas. Seulement ton intérêt, notre proximité dans le temps. Ils le sentent à travers les brins, comme des araignées. Ils pensent que tu veux me retourner. Y as-tu changé ? Est-ce pour cela que tu m'as contacté la première fois, même si les choses ont évolué depuis ? Ils pensent que tu attends que je te contacte, que je t'envoie une lettre. Je n'ai même pas le courage d'en rire. Ils disposent de machines capables de réécrire le code de cellules, de déformer les protéines. Ils ne t'ont jamais rencontré, ne t'ont jamais lu, mais ils en savent assez sur toi pour te briser, si tu les laisses entrer. Et ils pensent que si je t'écris une lettre, Je n'arrive pas à l'écrire. Putain, je n'y arrive pas. Ils sont si malins et si bêtes. Ta lettre, son piquant, sa beauté, c'est toujours que tu promets. Neptune, je veux te retrouver dans tous les endroits que j'ai aimés. Écoute-moi, je suis ton écho. Je préfère détruire le monde plutôt que de te perdre. Je vois une solution. Ça devait être facile. Laisse-moi partir. Et je te laisserai partir. Je vais écrire leur lettre. L'envoyer. Ne lis en aucun cas ce que tu recevras. Si tu ne meurs pas, ils verront que leur gambit a échoué. Peut-être que l'entrée que tu me portais n'était qu'une ruse. Peut-être que je n'étais pas encore murée à tes yeux. Peut-être que tu as repéré le piège avant qu'il se déclenche. Peut-être commandant s'est trompé. Elle s'est déjà trompée par le passé. Tout commence les machines.
Contente-toi de ne pas lire ma prochaine lettre. N'y réponds pas. Et nous partirons chacune de notre côté. Je déteste ça. Je n'ai jamais détesté autant quelque chose. Avec tout ce que tu représentes pour moi et que tu représenteras toujours, nous ne pouvons pas nous contenter de partir. Nous ne pouvons pas simplement nous quitter. Mais je le ferai, si cela te permet de survivre. Ils vont nous surveiller plus étroitement que jamais. Nous pouvons nous battre, nous pourchasser mutuellement dans le temps, comme nous l'avons fait pendant des siècles, avant que je ne connaisse ton nom. Mais plus de lettres, c'est fini tout ça. Si je dois mourir, soit. Je me suis engagée dans cette guerre pour mourir. Mais que tu meurs, que tu souffres, qu'il te défasse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'écrirai dans les vagues, dans les cieux, dans mon cœur. Tu ne le verras jamais, mais tu sauras. Je serai tous les poètes. Je les tuerai, je prendrai leur place, et toutes les déclarations écrites dans tous les brins te seront destinées. Mais plus jamais comme ça. Je suis vraiment désolée. Si j'avais été plus forte, plus rapide, plus maligne, meilleure, si j'avais été à ta hauteur, si... Tu n'as pas envie de m'entendre me maudire ainsi. Tu devras brûler cette lettre. J'espère que tu pourras la conserver. J'en garde le souvenir. J'imagine tes mains sur le papier. J'imagine ta flamme. J'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras. Je t'aime. R. Rouge élabore une conclusion. Cela lui prend plus de temps qu'elle ne le pensait. Elle n'a jamais autant peiné sur une lettre. Jour après jour, elle dort dans la pièce blanche, se réveille dans sa blancheur et se douche seule. Puis les spécialistes arrivent pour l'aider à préparer le poison. Les spécialistes parlent rarement, jamais avec elle. Elle porte des combinaisons de protection munies de visières transparentes, tandis que Rouge va pieds nus. Elles arrivent le matin et repartent le soir. Rouge, elle reste. Pendant que les spécialistes travaillent, elle cherche leur visage. Elles sont belles et calmes, comme une maison que personne n'habite, mais qu'une équipe nettoie quotidiennement. Elle ne pense pas qu'elles aient toujours été aussi calmes. Commandante les a vidées, sanctifiées dans ce but. Le message de Rouge doit subir le moins d'interférences et de supervision possible pour éviter que le poison trahisse son origine collective et alerte leur proie. C'est ce que Commandante a dit. Rouge ne sait pas si elle doit croire tout cela. Elle opère prudemment. Elle ne maudit pas les murs vides de son laboratoire dessert, même quand les spécialistes sont rentrés chez elle. Elle ne veut prendre aucun risque, au cas où Commandante l'écouterait. Elle dort et rêve de l'être. Ce sera une plante. Elle a choisi cette forme, une plante cultivée à partir d'une graine, pour donner à Bleu toutes les chances de s'en détourner. Elle a dot d'épines, de baies d'un rouge maléfique, de feuilles sombres et huileuses. Chaque détail crie poison. Elle s'attend à ce que les spécialistes protestent, mais elles n'en font rien. Rien n'est plus simple de tuer un agent de jardin. Ils meurent comme tout le monde, et puis leurs spores se disséminent. Leurs aigrettes de pissenlit portées par le vent deviennent graines. Leurs profondes racines donnent naissance à de nouvelles pousses. Pour les détruire, une seule solution. Une décoction pour briser les chaînes de la mémoire. Émêler la ligne du germe. Il faut viser avec soin. Les spécialistes ont des échantillons de bleu, des gouttes de sang sur les lamelles, une mèche de cheveux qui lui appartient peut-être. Avant que Rouge trouve un moyen de les subtiliser, elle les met dans la marmite. C'est une lettre de mort. Elle n'aura de sens que pour sa destinataire. Ces mots fatals seront entrelacés dans le message de Rouge, cachés, jusqu'à ce que le charme opère. Le stéganographie, ou l'art de dissimuler les écrits. Un message dans un autre message. Elle écrit, au premier nouveau, une lettre assez simple, comme s'y attend commandante, l'expression de son entrée, une tentation, un défi. Pas très différente de la lettre que Bleu lui a envoyée à l'époque. Elle pense, ne lis pas ça. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait il y a si longtemps, en la provoquant, en se réjouissant de sa victoire. Myrtille,
Bleu, Davadi Davada, humeur indigo. Elle tente de poser ce souvenir à tout ce qui est arrivé depuis. En vain. Quelle voyageuse dans le temps je fais, songe-t-elle. Bleu ne se laissera pas prendre. Elle écoutera. Elle a reçu la lettre. Elle comprendra. Il le faut. Le seul futur dont elle dispose les réunit et les sépare. Elles ont vécu si longtemps sans se connaître, combattant à travers le temps. Elles étaient isolées, ne se parlaient pas, mais chacune a modelé l'autre et a été modelée en retour. Il suffirait de revenir à ça, pourquoi pas? Ce sera douloureux. Elles ont déjà souffert pour se sauver mutuellement la vie. Pourtant, il y a une autre voie qu'elle ne supporte pas de tracer. Pourtant, elle n'a pas le choix, car si Bleu est subtile, elle est aussi téméraire, et c'est peut-être la dernière chance que Rouge aura. Alors, une fois que les spécialistes sont partis, elle dissimule un autre message dans le message qu'elles ont caché dans le sien. Elle insère de nouvelles significations dans des lignes du poison et les camoufle pour que les têches ne remarquent rien, pour que même Commandante ne remarque rien. Elle espère, en tout cas. La stéganographie est l'art de messages cassés. On glisse un message dans une grille de mots croisés, en roman, une œuvre d'art, dans les taches de lumière d'une rivière à l'aube. Même le message secret peut en dissimuler un autre, comme ici. En mangeant l'une des baies que Rouge a conçues, l'on trouverait un message simple, et dans ce message, le poison. Et dans le poison, plus profondément, impossible à lire autrement qu'en mourant. Elle ajoute une autre lettre, une véritable lettre. L'idée qu'elle sera lue la répugne, mais elle l'écrit quand même, car, quelle que soit la suite des événements, c'est la fin. Et parce que c'est la fin, elle ne peut pas s'empêcher de rendre belle cette arme mortelle. La graine a sa brillance. En croissant, elle lui donne une odeur. En fleurissant, elle lui donne une couleur, une profondeur. En portant ses fruits, elle lui donne éclat et goût. Même ses épines sont diaboliquement ouvragées. Elles signent d'amour en objet de mort. Même maintenant, elle doit donner à Bleu quelque chose qui soit à sa hauteur. Bleu ne la lira pas. Elle remarquera le piège. Tout ira bien. Et les choses redeviendront comme avant. Il n'y a rien à changer, même si tout a changé. Elles peuvent y arriver. Quand elle a terminé, elle dort, dans son sommeil agité. Le lendemain, le labo est fermé. Il va être détruit. Une bombe, en détail de l'histoire. Rouge regarde l'explosion. On lui a ordonné de ne pas faire de quartier. Elle a quand même sauvé quelques vies, que l'histoire pouvait épargner. Dans le nuage de poussière, elle lit une lettre. Elle s'en va. Plus tard, une ombre se déplace parmi les cendres. Mange. Cher Rouge, comme bon te semble. B.